Peut-être on peut marcher par là. Là, il y a un peu moins Tu as de... raison. Parce que sinon, tu vas devoir te concentrer plus et Ouais. éviter. Ouais, t'as raison, ça va être bien. On va pouvoir commencer maintenant, si ça te va. Ouais. Donc, bonjour Gilles, tu es historien et aussi des responsables d'Amitié sans frontières. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots Amitié sans frontières pour le public français? Ok. Mais en gros, c'est une organisation de solidarité avec des gens migrés. On s'organise surtout à Bruxelles et on s'organise autour des initiatives très concrètes, donc surtout la distribution de nourriture. Et on le fait depuis 10 ans. Donc on s'est construit pendant l'été en août 2015. Pendant il y avait une grande crise en Belgique avec beaucoup de réfugiés qui arrivaient, mais qui n'ont pas pu être mis dans les centres d'accueil, qui étaient dans la rue. Et donc il y a beaucoup de différents collectifs citoyennes qui se sont construits pour organiser la solidarité. Et une de ces collectifs, c'était Amitié sans frontières, qui a été construit par des militants du Parti du travail de Belgique à l'époque. D'accord. Et justement, sur cette question d'accueil en Belgique, nous, on vient de Calais, donc la question de l'accueil, ça se pose vraiment avec toute sa force et la difficulté aussi. Est-ce qu'il y a des différences entre la Belgique et la France sur l'accueil? À partir de ton expérience, qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, je crois que... Bon, je ne connais pas du tout le contexte français. Moi, comme on discutait, je ne suis pas personnellement déjà allé à Calais. Mais je crois que de base, il n'y a pas tellement de différence parce que ce qu'on a en Belgique, en tout cas, c'est qu'il y a un vrai manque de volonté politique pour prendre en main la manque d'accueil et pour prendre en main une politique migratoire qui respecte les droits humains. Et je crois que ça fait partie d'une politique européenne. Et donc, je ne crois pas qu'il y a si beaucoup de différences entre la Belgique et la France, même si je ne connais pas le contexte exact. Et justement, tu parlais d'un engagement militant qui t'a peut-être fait venir à cet engagement-là aussi pour les personnes exilées. En quoi ce que vous faites dans l'accueil, c'est politique? Parce qu'on pourrait aussi avoir une vision, ça c'est humanitaire, la nourriture, il n'y a rien de politique, il ne faut pas que ce soit politique. Mais en quoi c'est politique de faire ça? Oui, parce que ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'il y a un problème structurel autour de la migration. Et donc, en fait, ce qu'on voit, les collectifs comme nous, les collectifs citoyens, on fait des choses qui doivent être faites par l'État. Mais l'État, ils ne le font pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est parce qu'il y a une certaine vision politique pour organiser le truc comme... ils organisent vraiment le chaos. Et c'est à nous, comme citoyens, pour régler un peu tous les problèmes qui sont là parce qu'il y a le chaos qui est organisé. Et donc, de base, c'est un problème politique. Et donc, on ne veut pas que faire le travail humanitaire qui est nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Mais on ne va pas que faire ça. On va aussi dire à l'État, il faut prendre sa responsabilité. Ouais, ça nous parle beaucoup à Calais parce que c'est vrai que c'est une ville où il y a aussi beaucoup de collectifs politiques et solidaires qui se forment, qui sont formés. Il y a une histoire quand même assez longue des solidarités. Et sur cette question, dans la fête là, au stand, on a entendu beaucoup parler en fait de la lutte contre l'extrême droite. Et j'imagine que l'extrême droite a des discours aujourd'hui sur l'immigration. Comment est-ce que vous essayez de les déconstruire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un boulot vraiment politique de... Je sais pas à quoi ça ressemble le discours de l'extrême droite déjà en Belgique sur ça, et comment vous faites pour déconstruire ce discours et même lutter contre quoi? Ce qu'on fait, il y a deux trucs ce qu'on fait. Donc de base, ce qu'on fait aussi, on a beaucoup de contacts avec des gens qui ont été réfugiés, qui ont été sans papier et tout.
et on organise des rencontres dans les écoles, dans les organisations de jeunesse avec ces gens pour donner la migration un visage humain. Et il y a une ville en Flandre, en Belgique, où il y a les dernières élections locales, il y avait plus que 50% qui ont voté pour la partie d'extrême droite en Belgique. Et donc c'est une ville vraiment à droite, mais on est allé dans une école là-bas avec Maher, qui est un réfugié qui vient d'Irak. Il a expliqué pourquoi il a fui. Ouais. Et après cette rencontre, il y avait des élèves de cette école qui venaient chez nous pour dire « Ah, mais maintenant, moi je sais qu'est-ce que je dois répondre à ma mère quand elle me dit des trucs racistes pendant le souper et tout. » Et donc ça, c'est un truc pour vraiment rendre ça concret. Et l'autre truc, c'est qu'il faut... L'extrême droite, ils ont un discours. Le discours que tous les migrants, ils vont casser la sécurité sociale. Ouais. Et c'est à nous de dire que, OK, c'est pas vrai, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que la sécurité sociale sera cassée, ça c'est vrai. Mais c'est pas à cause des réfugiés, c'est à cause d'un gouvernement qui va investir plus que 20 milliards dans les armements, qui va avoir comme conclusion encore plus de réfugiés partout. Ouais. Mais donc, on doit dire que c'est l'hypocrisie totale parce qu'il y a la droite qui dit qu'il faut casser la sécurité sociale pour pouvoir acheter des armes. Et puis, ils disent que ce sont les réfugiés qui ont cassé la sécurité sociale. Et donc, c'est aussi un boulot, mais ça, c'est un boulot politique pour dire que, OK, non, c'est tous les investissements dans la guerre qui cassent notre sécurité sociale, qui n'est pas bien, mais ce ne sont pas des réfugiés. Et même si tu veux qu'il y ait moins de migration, il ne faut aussi pas investir dans l'armement parce que les gens ne quittent pas leur pays pour le fun. Ils les quittent parce qu'il y a une politique militaire ou économique qui leur pousse à aller en dehors. Et sur cette question un peu des histoires qui poussent à avoir des parcours d'exil, nous, c'est quelque chose qu'on a à Calais, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'invisibilité sociale des personnes exilées. Et aussi, on nie en fait leur histoire qui est aussi liée des fois au monde du travail. C'est-à-dire qu'ils ont été exploités, qu'ils sont toujours exploités, qu'ils ont des histoires aussi des fois dures avec des patrons ou même qu'ils ne peuvent pas en fait s'en sortir. Est-ce que c'est aussi important, c'est une question qu'on se pose, de aussi les considérer à partir du travail, de ce qui se passe dans le travail? Oui, et je crois aussi parce que c'est un facteur en commun qui est très fort. Et c'est aussi un truc, donc on a aussi été impliqué aux luttes pour la régularisation des sans-papiers en Belgique, des travailleurs sans-papiers en Belgique. Et moi, personnellement, j'étais pas là parce que j'avais 9 ans à l'époque. Mais donc, en 2009, il y avait une grande lutte en Belgique. Et il y avait des comités des gens sans papier sont allés assister les syndicats quand il y avait des grèves et des piquets de grève, par exemple à l'aéroport de Bruxelles, pour vraiment montrer que voilà, c'était des collègues, quoi. C'était pas des humains c'était des humains sans papier, mais c'était aussi des travailleurs sans papier. C'était des gens qui ont construit ce pays, mais en tant que sans papier, et ça c'était pas bien. Et il y a aussi l'aspect où tout le monde qui travaille sans papier, son patron ne paye pas de cotisation sur son travail. Et donc, même si tu as un point de vue juste économique et même pas humanitaire ou même pas solidaire, c'est encore mieux pour régulariser les travailleurs sans papier parce que
au moins là, il y a une cotisation qui a été payée par le patron, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Et donc, pour le moment, ni l'État belge, ni les gens qui travaillent sans papier sont des bénéficiaires de la situation. Et donc ça, c'est un facteur important pour réunir les gens sans et avec papier, pour lutter ensemble. Et je finirai peut-être par une question plus personnelle, mais aussi à Calais, on voit vraiment qu'il y a des histoires de vie depuis des décennies où il y a des gens qui ont eu des expériences vraiment fortes, quoi, avec la question de l'exil, comme le fait d'avoir été sur la jungle à Calais, où il y avait eu vraiment des constructions, des écoles. Est-ce que toi, il y a un souvenir un peu de lutte, parce que c'est vraiment de la lutte pour toi, est-ce qu'il y a un souvenir de lutte, de solidarité avec des personnes en parcours d'exil qui t'a marqué, quoi, qui te marque? Oui, tout à fait. Je suis devenu actif surtout pendant la crise Covid, ce qui était spécial en soi. Ouais. Mais en 2021, donc c'était en pleine crise Covid, en février, il y avait une occupation politique qui s'est lancée à Bruxelles par des gens sans papier, exactement pour dire que la politique de régularisation en Belgique, c'est pas ouf, parce qu'il n'y a pas de critères clairs, donc c'est le chaos total. Et comme étudiante, parce qu'à l'époque j'étais une étudiante d'histoire en migration, j'étais impliqué au comité de soutien avec Amitié sans frontières, mais avec plein d'autres. Et ça, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué, qui m'a donné aussi des contacts avec des gens qui sont devenus des vrais amis, des camarades à moi. Et à la fin de cette lutte, il y a aussi eu quelques régularisations. Il n'y a pas eu un changement structurel, pas encore. Mais ça, c'était vraiment un moment pour moi qui m'a dit que ça, c'est la réalité en Belgique. Parce que si tu ne le vois pas, ça reste toujours théorique. Mais ça m'a marqué. Et peut-être le dernier truc, justement, c'est quelque chose qui me faisait réfléchir quand je voyais le nom de l'asso et en voyant aussi ce que tu dis sur ton engagement militant, quoi, presque sur la lutte des classes aussi. Le mot amitié, il n'est pas très utilisé aujourd'hui en politique. En quoi l'amitié, c'est vraiment politique? En quoi ça peut être un peu, je sais pas, même révolutionnaire, quoi, l'amitié? Ben, je crois parce que, et on le voit très bien avec le gouvernement qu'il y a maintenant en Belgique, ils veulent séparer, mais complètement, des gens migrés avec le reste de la société belge. Donc, par exemple, il y a des centres d'accueil locaux, donc les initiatives d'accueil local, ils s'appellent comme ça, et ce sont des initiatives qui permettent aux gens d'être accueillis, pas dans un centre de 1000 personnes, mais dans dans une maison de 6 personnes, de quelques familles, mais vraiment dans le quartier. Donc, ça permet d'avoir des contacts avec le quartier, d'intégrer. Et le gouvernement de droit, qui disent à tout le monde qui vient ici, ils doivent intégrer tout ça, ils vont casser toutes ces initiatives. Pourquoi? Pour vraiment diviser la société entre les citoyens de zone A et les citoyens de zone B. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le mot amitié? C'est pour vraiment dire que le lien entre les deux et pour dire qu'on ne va pas accepter qu'il y a des citoyens de zone A, de zone B. Ça, c'est vraiment un truc politique. C'est une question de classe aussi. Et c'est pour ça qu'on met en avant le mot amitié pour dire qu'il est contre la politique pour diviser. On ne va pas nous laisser faire et on va devenir des amis. Merci en tout cas pour ton témoignage et peut-être qu'on se revoit sur Calais, quoi. Ouais, mais avec beaucoup de plaisir. Ça marche. Ok.